Aujourd'hui à RPM, une camionnette intermédiaire aux fortes capacités, le Ford Ranger 2024. C'est la 5e génération du Ford Ranger, mais tout comme l'ancienne version, entièrement dessinée en Australie. Oui, et malgré tout, on a des lignes qui se rapprochent du F-150. Bien, les airs de famille sont nécessaires. Effectivement, particulièrement au phare à l'avant, on a le crochet en C. Et ironiquement, du côté du F-150, en 2024, on abandonne ça. Donc, on est proche du F-150 2021 à 2023. Il est un petit peu en retard. Oui, un peu en retard de ce côté-là. Mais il reste que c'est une signature visuelle forte de ce camion-là, particulièrement dans la version Laria, qui vient avec des phares à projecteurs qui sont directionnels, avec feu de projection aussi sur le côté quand on est en virage, donc très performant comme élément éclairant à l'avant du véhicule. Chose qui est très intéressante, par contre, à l'avant, devanture qui est assumée massive. Oui, ça vient avec la version Laria, bien sûr, disponible pour la version XLT également. On reconnaît des traits très caractéristiques de ce camion-là, donc vraiment des traits prononcés. Oui. Regarde l'empiècement de plastique de couleur contrastante aussi un peu plus bas. Si on descend encore un peu plus bas, c'est plus pâle et ça camoufle une plaque de protection qui est en dessous du véhicule. Ça vient avec le modèle FX4 qui est un peu plus destiné au hors-route. Oui. Donc, on ne fait pas qu'améliorer le style avec l'ensemble FX4. On essaie d'augmenter un peu les capacités hors-route, notamment avec ces plaques de protection. Puis si on veut du hors-route encore plus intense... Oui. La version Raptor, oui. qui, elle, est vraiment facilement reconnaissable avec une grille qui est exclusive. Les 4 lettres du mot Ford bien imbriquées dans la grille de calandre. Ouais. Des ailes qui sont élargies. Vraiment une apparence qui est beaucoup plus musclée. Samuel, à l'instar des autres camionnettes nord-américaines, le Ranger abandonne toutes les autres configurations pour se concentrer sur une longueur de caisse et une longueur de cabine. On a une cabine double, donc 4 vraies portières, alors qu'auparavant, on avait des portières suicides dans la cabine Super Cab, plus petite. Et on a une caisse de 5 pieds, tu l'as bien dit, c'est la seule configuration qui est disponible. Ouais. C'est sans doute la plus populaire, c'est pour ça que Ford a opté pour cette avenue-là. Ouais. On a donc une caisse de 5 pieds, c'est similaire à ce qu'on a ailleurs chez la concurrence. On a quelques astuces qui ont été ajoutées, notamment une marche au coût de 295 $ qui permet d'accéder à la caisse. On peut remercier General Motors pour l'inspiration, d'ailleurs. L'inspiration, mais j'aime mieux l'option de General Motors parce qu'on a une marche dans le coin du pare-choc qui, quand le panneau est ouvert, facilite le fait qu'on peut monter à bord de la caisse. Faisons une démonstration. Faisons une démonstration. Donc là, avec cette marche à 295, il faut que j'enjambe le tout, alors que si c'était au coin du pare-choc, par exemple, ce serait sans doute plus convivial. Et évidemment, si la camionnette est sale, il y a des chances de salir le haut de pantalon. Le haut du pantalon. On a ici une doublure de caisse pulvérisée, 600 $ parce qu'imagine-toi que ça vient sur le métal, normalement. Il faut payer pour avoir une doublure de caisse. Et honnêtement, on vous le recommande fortement. Là, ça permet de préserver justement la durabilité de cette composante essentielle de la camionnette. Est-ce qu'il y a d'autres astuces? Parce qu'on sait, chez Ford, généralement, on ajoute des bébelles. Est-ce que c'est le cas avec le Ranger? Bon, tu as vu, quand tu as ouvert le panneau, ça a descendu de façon tranquille, amorti, si on veut, gracieuseté de cet amortisseur qui est juste là. Bonne chose, parce que chez d'autres concurrents, le panneau va nous tomber d'en face. Donc ça, c'est quand même une astuce qui est intéressante. On a des prises 12 volts, 120 volts. On a 6 crochets d'ancrage aussi dans la caisse. Donc, on est peut-être pas au niveau du F-150 où on a beaucoup plus de possibilités, mais par rapport à la concurrence, on se défend quand même pas si mal. Finition, peinture, qualité d'assemblage, comment Ford se démarque avec le Ranger? C'est sûr que c'est pas la force généralement des constructeurs américains d'avoir une bonne qualité de finition à l'extérieur, mais chez Ford, on a bien travaillé, hormis les caoutchoucs qui vont... il y a de la vague dedans, c'est un peu mal découpé. Par exemple, pour les portes, là, par rapport à la carrosserie, c'est un peu mal fait de ce côté-là. Qualité de la peinture, c'est correct, sans plus. Et on sait que c'était une faiblesse de l'ancien Ranger, la qualité de la peinture. Donc, ça va être à surveiller pour cette nouvelle génération. L'ensemble FX4 vient automatiquement avec des marchepieds de 5 pouces et honnêtement, ça facilite beaucoup l'accès à bord du véhicule parce que le seuil est très large et la garde au sol est très élevée. Les sièges sont plutôt décevants pour l'assise parce qu'on a vraiment très peu de support. C'est vraiment très, très mou, malgré le fait qu'on a l'impression qu'ils sont très soutenants. C'est vraiment pas le cas et c'est en contradiction avec le dossier qui, lui, a vraiment des bons renforts qui sont solides. Ils sont recouverts d'un cuir, en tout cas cuir plastique, vraiment de très mauvaise qualité et c'est vraiment mal assemblé. Les coutures sont vraiment mal faites. Vraiment déçu de ce côté-là. Ils sont au moins chauffants à l'avant, bien sûr.
Mémoire côté conducteur, c'est à réglage électrique, évidemment, mais ils ne sont pas climatisés. Compte tenu de la version, je me serais attendu à ce niveau d'équipement-là. Visibilité, maintenant, on a l'impression d'être à bord d'un véhicule beaucoup plus gros à cause de la position du tableau de bord, mais aussi du capot qui prend beaucoup de place dans la visibilité. Ça ne nuit pas, cela dit, parce qu'on a des piliers qui sont quand même assez étroits, même si la base est large, des rétroviseurs qui sont bien positionnés. Mais vers l'arrière, la caisse est très relevée. On a des appuis-têtes qui prennent beaucoup de place. C'est plus difficile vers l'arrière du véhicule. Pour ce qui est du volant, maintenant, on a une approche très conservatrice, plus proche d'une voiture ou d'un VUS que d'un camion. Et ça se confirme avec les commandes qu'on a sur le volant qui sont identiques à celles qu'on retrouve dans un Ford Escape. Donc ça, moi, j'aurais aimé avoir un volant un peu plus musclé, un peu plus camion dans l'apparence. Heureusement, ça ne compromet pas sa fonctionnalité. La prise en main, elle est bonne, le boudin est de la bonne grosseur, les commandes sont faciles d'accès. Donc, au moins, on sauve la mise un peu de ce côté-là. Instrumentation maintenant. Dans la version Laria, c'est une instrumentation numérique de 12 pouces. Pour les versions moins équipées, on va avoir une instrumentation numérique de 8 pouces. Bon, c'est tiré directement du F-150 avec les mêmes qualités, donc bonne qualité graphique, mais les mêmes défauts aussi, manque de personnalisation. Bon, les couleurs vont changer un peu en fonction des modes de conduite, mais il n'y a pas de possibilité, par exemple, de mettre une carte, de changer la disposition des différents cadrans, etc. Donc, on n'a pas exploité, encore une fois, au maximum cette technologie-là. Au centre, maintenant, on a ici un écran de 12 pouces. C'est deux séries dans la version Laria, 10 pouces dans les versions moins équipées, muni du système d'infodivertissement Sync 4A, tiré directement de ce qu'on a dans le F-150 Lightning ou la Ford Mustang Mach-E, par exemple, divisé en plusieurs sections. Des commandes dans le haut qui vont toujours être là, qui vont nous permettre d'accéder aux différentes applications et même aux différents réglages du véhicule. Quand même, ça, c'est facile d'accès. Au centre, ça va se modifier en fonction de ce qu'on va choisir. Et dans le bas de l'écran, vous avez des commandes de climatisation numérique et on a en plus des commandes de climatisation physique à peine 2 pouces plus bas. Honnêtement, c'est inutile. On devrait avoir un ou l'autre, mais pas les deux. Console centrale maintenant, vous avez ici à l'avant un chargeur par induction qui est climatisé, donc pour éviter la surchauffe du téléphone pendant la recharge. Vous avez devant le levier de vitesse un espace de rangement. Honnêtement, on se demandait ce que c'était, mais quand on regarde dans le fond, on a une icône de casseau de frites. Donc, on peut y déposer les frites pour pouvoir les avoir facilement accessibles pendant la conduite. Quand on va un peu plus vers l'arrière, vous avez le levier de vitesse électronique. Moi, j'aurais aimé quelque chose d'un peut-être un peu plus gros ou de carrément éliminé pour avoir une commande numérique, par exemple, au tableau de bord qui aurait libéré l'espace à la console parce qu'on a peu d'espace de rangement. Vous avez les deux portes gobelets, les commandes pour les modes de conduite et vous avez l'accoudoir central qui est à une bonne hauteur mais qui n'est pas ajustable et quand on le soulève, vous avez un petit espace de rangement, vraiment pas grand-chose. Et vous avez un bon espace dans le coffre à gants. Dans les portières, ça va aussi et une tablette qui est très pratique devant le passager et un espace de rangement qui est camouflé ici dans le haut du tableau de bord, quand même bien pensé. Maintenant, pour ce qui est de la présentation générale, moi, je ne déteste pas le style, mais ça manque un peu de vie, un peu de couleur. Et pour ce qui est de la qualité de finition, maintenant, c'est là que je déchante parce que si on compare, par exemple, avec le GMC Canyon qu'on vous a présenté l'année passée, qui a vraiment une finition très riche à bord, des matériaux recherchés, des jeux de couleurs, des jeux de texture, chez Ford, avec le Ranger, on n'est vraiment pas à cette école-là, plutôt décevant comme qualité de finition. L'accès à bord du Ranger n'est pas optimal, du moins si on le compare à, par exemple, un Honda Ridgeline, et ça s'explique par une ouverture de portière qui est plus petite, de même qu'un angle de porte qui est plus limité. Donc ça, Ford pourrait facilement corriger cet aspect-là. Une fois à bord, on découvre un environnement qui est plutôt bas de gamme, malheureusement. On a toujours le même cuir synthétique décrié par mon collègue à l'avant, je le seconde, et d'un point de vue de confort, sérieusement, c'est inexistant. C'est sûr que c'est pas une caractéristique propre aux camionnettes intermédiaires, mais quand même, aucun support pour l'assise. Elle est très courte et on est assis bas, donc on a à peu près les genoux dans le front. Et au niveau du dossier, il n'y a aucun support, quel qu'il soit. On peut croire que l'on pourrait se réfugier sur la présence de l'accoudoir central, mais malheureusement, il n'est pas très solide. Au niveau des espaces de rangement, là, on se récupère un petit peu, notamment avec des vides-poches d'une bonne dimension et un espace de rangement sous l'assise. Mais malheureusement, l'assise en question n'est pas segmentée 60-40, donc on doit tout relever si on veut bénéficier du rangement en dessous. En matière d'équipement, encore une fois, là, on est dans la pauvreté extrême. Il n'y a absolument rien à part une prise USB, USB-C et une prise 120 volts. C'est tout.
Pour ce qui est maintenant de la capacité de charge du Ford Ranger que nous avons à l'essai, on est à 730 kg, soit 1610 livres. Et en fonction d'autres motorisations, là, on va descendre un peu. On ira à 640 kg, soit 1411 livres. Samuel, Ford était précurseur avec sa motorisation 4 cylindres en 2019. Oui. Depuis, à peu près tous les compétiteurs ont rejoint cette tendance-là. Absolument. Mais Ford a tellement confiance en sa motorisation qu'elle est reconduite dans cette nouvelle génération. Sans grand changement, et c'est là qu'on va voir si c'est toujours pertinent d'avoir une mécanique comme celle-là dans un camion intermédiaire. Oui. Samuel, c'est le temps de faire l'accélération 0-100 km/h avec une charge. Oui. Soit dit en passant, une Camaro. Oui, monsieur. On est à 6200 livres de charge derrière le véhicule. Évidemment, une étape très importante parce que les gens qui achètent un camion intermédiaire vont travailler avec. Oui. Et on n'a pas atteint le 6700 livres de capacité maximale du Ranger. Là. On se donne une petite marge de manœuvre. On se donne une petite marge de manœuvre en mode remorquage transport pour optimiser le rendement de la mécanique. Évidemment. Et le pied au plancher, X, ça décolle lentement. L'inertie est là, mais c'est la motorisation, on la sent travailler. Oui, ça vibre et le moteur monte à 5500 tours à peu près. Donc, on est quand même loin de la ligne rouge. Mais j'imagine qu'on peut exploiter le couple maximal là, qui est disponible entre 3000 et 5000 tours à peu près. Là. Pas trop bruyant quand même, Non. d'un point de vue de motorisation. Gestion de transmission aussi, qui me semble tout à fait adéquat. C'est très fluide en mode remorquage. Les passages de rapport sont à peine perceptibles. Oui. Ça, c'est bon. C'est sûr que ça vibre beaucoup, par exemple. La mécanique vibre, on sent ça à travers la carrosserie. Oui. Vraiment, on sent que le camion travaille très fort. Le temps, on est à 16,8 secondes avec la charge derrière. C'est dans la moyenne, là, moyenne supérieure. Oui, Et effectivement. si on parle du temps qu'on a effectué sans charge, parce qu'on a fait le test également, on est à 8,4, donc exactement la moitié. Puis qui est pas très vite non Ce plus. qui Là. n'est pas très rapide, mais quand on regarde la catégorie dans laquelle le véhicule évolue, c'est dans la moyenne sans C'est ça, plus. là. c'est ça, exactement. Bon. Et on a fait le test aussi de la reprise 50-80, une épreuve cruciale pour, par exemple, simuler une insertion sur l'autoroute. Oui. On est venu à bout d'avoir 6,1 secondes avec la charge, ce qui est quand même passablement plus lent que le 2,6 secondes sans charge. Qui, lui, est encore une fois tout à fait comparable à la compétition. Oui, et à ce moment-là, la transmission rétrograde d'une vitesse. Et moi, j'aurais aimé peut-être un peu plus de fluidité dans la transmission, particulièrement quand on est sans charge, parce qu'on la sent beaucoup travailler. Ça mériterait d'être vraiment retravaillé pour apporter un peu de raffinement et un peu de douceur dans cette mécanique-là. Mais en fait, c'est une caractéristique de ce 10 rapport-là, Absolument. particulièrement lorsqu'on est dans les plus bas rapports. Oui. Beaucoup d'hésitations, plus saccadées. Donc, encore une fois, Ford devra revoir ces composants-là. Absolument. On a retiré la remorque à l'arrière du véhicule Ouais. pour faire l'exercice du freinage 100 km/h 0. On est donc sans charge et c'est une épreuve qui est extrêmement importante parce qu'on peut charger le véhicule. Il faut donc savoir si, sans charge, on a de la performance. Oui. Et là, ce qui joue contre nous, les pneus et l'ensemble FX4 aussi qui favorise les bonnes performances en situation hors route. Qui, généralement, sont contre-indiqués pour des performances Sur routières. la route, c'est ça, absolument. Donc, 100 km/h, allons-y. Et là là. Hey, ça danse gauche-droite, d'en avant, en arrière, très grand plongeon. On sent comme la force de freinage qui se relâche là, individuellement sur chacune des roues et ça donne vraiment pas un sentiment de confiance. Mais à chaque pincement de frein, cette roue-là se met à patiner pratiquement tellement il y a peu d'adhérence Ça au niveau glisse. des pneus. Sérieux, c'est épouvantable comme rendement. Et sans parler de la sensation au pédalier, écoute, le pied m'accote au fond, je ne sens pas l'ABS travailler, je n'ai aucune possibilité de moduler la force de freinage. Je sens comme qu'il y a une interface entre mon pied et la force de freinage et ça, je déteste ça, honnêtement, ça me donne pas confiance dans le comportement du véhicule. À vue comme ça, là, juste au niveau des sensations, c'est impossible que la distance soit bonne. On est à 44,6 mètres. C'est mauvais. C'est trop long. Épreuve de slalom maintenant, Sam. Oui. Groupe FX4. Ouais, ça nous aidera pas, là. En route. Ouais. Écoute, c'est sûr qu'on part vraiment mal avec ça, mais bon, on va essayer quand même. On a parce déjà eu que- des surprises.
Non, écoute, ça glisse. Et puis, as-tu vu les systèmes de stabilité qui entrent en fonction? J'ai essayé d'entrer à 50 km/h et ça fonctionne pas du tout. Les pneus s'accrochent pas au sol. La direction est trop démultipliée. Et manque de bras. Et en plus, la suspension est vraiment molle, autant à l'avant qu'à l'arrière. Mais ça, on s'y attendait. Oui, mais regarde ça, sérieux. Pneus, c'était épouvantable. Je suis rendu à une vitesse de 38 km/h. C'est vraiment très lent, mais je suis pas capable d'aller plus rapidement. Et évidemment, là, plus les catastrophes s'accumulent, ça devient de plus en plus difficile à mesure où on avance. C'est ça. Les erreurs s'accumulent une par-dessus les autres. Écoute, c'est vraiment pas un exercice dans lequel ce véhicule-là est à l'aise. Et on se rend compte que malgré le fait qu'on n'a pas une suspension surélevée, bon, l'ensemble FX4 avec les pneus destinés au hors-route et la structure même du véhicule, la configuration même de la suspension, ça rend le véhicule vraiment pas à l'aise dans une situation comme celle-là. Les qualités dynamiques, à peu près absentes. Exact. Évitement d'obstacles avec le Ford Ranger et je dois dire que j'appréhende énormément cette épreuve-là parce que la performance au freinage a été plutôt ordinaire et c'était vraiment très difficile à l'épreuve du slalom. Et là, on essaie de combiner le tout dans une manœuvre complexe à 90 km/h avec tous les systèmes de stabilité activés. C'est sûr qu'il va le manquer. Si je me fie à l'expérience que j'avais vécue l'année passée avec le GMC Canyon de Nelly, j'ai frappé l'obstacle et lui, il a des pneus encore pires et moins adhérents que ceux que j'avais. Ça sent la catastrophe à plein nez. Donc 90, j'approche de l'obstacle, là. Et... distance de freinage qui est vraiment longue et il a vraiment ramassé le compte. Ça a glissé. Beaucoup de sous-virages pour le premier braquage. Il y a eu un transfert de poids très important vers la roue avant gauche, donc côté conducteur, et j'ai senti carrément le véhicule glisser en direction de l'obstacle. J'ai frappé le petit cône qui est situé à droite de l'obstacle, ce qui prouve qu'on a carrément échoué cette manœuvre-là. Et j'ai perdu aussi de la force de freinage, ce qui fait que la distance est quand même assez longue. Donc, j'ai pas eu l'impression d'avoir un bon contrôle sur le véhicule. J'ai perdu la force de freinage et j'ai frappé l'obstacle. Donc, ça me semble très clair que c'est un échec. C'était lamentable, mais moins que ce à quoi je m'attendais. Oui, bien, c'est sûr qu'avec les composants qu'on a sous le véhicule, bon, la suspension destinée au hors-route, les pneus, etc., ouais. Je m'attendais à quelque chose de vraiment pas chic. C'était pas chic, mais pas à la hauteur du GMC de l'année passée. Effectivement, la catastrophe a été évitée, même si tu as très bien frappé le petit cône. Absolument. Tu as à tout le moins évité le gros. Absolument, et le résultat est toutefois le même. C'est un échec. Ben oui. Toutes les versions du Ford Ranger, même la version de base, sont équipées du freinage automatique d'urgence. C'est ce que je m'apprête à tester. On va détecter les piétons et les véhicules grâce à un radar et une caméra, évidemment. Les paramètres pour les piétons, c'est jusqu'à 80 km/h et pour les véhicules, jusqu'à vitesse maximale. On fait l'épreuve à 60. Et voilà. Donc, vous avez entendu l'avertissement sonore, le freinage qui s'est entamé de façon automatique. Malheureusement, ça n'a pas été assez rapide ni assez puissant. J'ai frappé l'obstacle. C'est donc un échec pour le freinage automatique d'urgence. Et on s'en va sur la route avec Luc Olivier. Samuel, avec le renouveau du Ranger, Ford nous dit qu'on veut donner une touche un peu plus raffinée, un peu plus luxueuse. Et plus de connectivité, etc. Parce que moi, là, écoute, je regarde le tableau de bord de ce véhicule-là et dans la catégorie de plate de chez Plate, à part les écrans, là, il n'y a rien pour s'exciter ici. Il n'y a rien pour s'exciter là-dedans. C'est encore pire quand on touche et qu'on constate la décrépitude des matériaux, j'ai envie de dire. Non, mais pour vrai, pour une version Lariat qui vise un peu plus le luxe, le côté un peu plus, tu l'as bien dit, raffiné, tout ça, on est vraiment à côté de la plaque. Sérieux, avec, j'ai en souvenir le GMC qu'on a essayé l'an dernier. Écoute, on n'est pas là. On n'est pas là pantoute. Mais on essaie quand même d'intégrer des équipements qui vont donner un peu de luxe. Je pense, par exemple, au régulateur de vitesse avec fonction arrêt-redépart. Donc ça, c'est un peu plus d'équipement. Caméra 360, système de stationnement automatisé. Un peu comme ce qu'on retrouve dans le F-150. Ouais. Mais on n'a, hélas, pas le même sentiment de raffinement à bord du véhicule. Ouais, non, là, à date, ça m'a pas impressionné. Non. Sérieusement, là, c'est pas extraordinaire. Non.
Mécaniquement, bon, on a sensiblement la même motorisation qu'on avait. Est-ce qu'il y a des changements qui ont été apportés au niveau du comportement avec la version FX4, par exemple? Bien, c'est sûr que la version FX4, elle, va nous donner des plaques de protection plus prononcées sous le véhicule, protéger les éléments critiques de la mécanique, des pneus hors route, tout ça. Bon, ça n'en fait pas une version hors route extrême comme un Raptor, par exemple, mais ça permet aux gens qui veulent aller dans le bois la fin de semaine, par exemple, d'être un peu mieux protégés, d'être un peu mieux parés pour des routes qui pourraient être un peu plus difficiles. Bon, cela dit, je pense qu'on l'a bien vu sur la piste, ça compromet un peu le comportement routier sur l'asphalte. Et on s'en rend bien compte, même en conduite quotidienne. Ça porte dur, ça brasse un peu, la suspension est sautillante vers l'arrière. On a un pont rigide avec des lames de ressort à l'arrière, puis... C'est assez conservateur. C'est très conservateur, puis comme on a voulu avoir une capacité de remorquage qui est très élevée, 7700 livres, une bonne capacité dans la caisse à plus de 1500 livres. On n'a pas le choix d'avoir une suspension qui est raide, qui est très rigide, et ça, c'est un impact négatif sur le comportement routier. C'est le compromis. On dit toujours qu'il y a des compromis dans tout. Bien là, c'est le comportement routier qui paie. Ça manque de raffinement, là. Puis c'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que la motorisation de transmission sont un peu moins raffinées que dans l'ancienne version. Sérieux, j'ai l'impression qu'on est au statu quo par rapport à ça. Puis on aurait pu profiter justement de ce changement-là pour moderniser, raffiner le tout. Peut-être qu'une version avec le V6 2.7, là, qui, on le sait, à la base, est un moteur plus raffiné que le 4 cylindres 2.3 litres, serait à privilégier. Bon, parlant de performance, la consommation de carburant, évidemment, entre là-dedans. Oui. C'est quand même intéressant, ça, par contre, parce que dans nos tests, on a fait 9 litres au 100 km. Bien, c'est bon, ça. Ce qui est bon, c'est raisonnable. Et c'est surtout plus intéressant que ce qu'on a eu avec le GMC Canyon l'année passée. Oui, qui était à 12 litres. Sinon plus. Exactement. Donc ça, on a une bonne performance de ce côté-là. Et bien sûr, en mode remorquage, quand on a apporté la Chevrolet Camaro, on a utilisé un peu plus tôt, dans les côtes de Charlevoix, là, évidemment, la consommation a monté. On était à 22,5 litres au 100. Mais on sait les côtes sont très prononcées dans Charlevoix. Tu montes. Oui, et pour remorquer, justement, j'ai utilisé sur la route le mode remorquage. Et ça travaille bien, par contre. Ça utilise bien, exploite bien les rapports de la transmission, maintient le moteur dans une bonne plage de régime. Ça fonctionne bien. Et parmi les autres modes, il y a le mode sport. Ben oui, parce que là, t'en as quoi, 7-8? Il y en a 7, là. Évidemment, il y a les modes hors route, il y a le mode éco, il y a le mode sport, tout ça. Honnêtement... Neige, boue, gravel, lichen, mousse... Oui, c'est ça. Neige profonde, neige pas trop profonde. Marguerite. Bon, c'est à peu près ça. Mais pour vrai, là, vous allez vous servir du mode normal et vous allez vous servir du mode remorquage transport. Oui. C'est pas mal ça que vous allez utiliser. Et bien sûr, les modes de 4 roues motrices. 2 high, 4 high et 4 low si ça va vraiment mal. Mais vous allez vous concentrer là-dedans. Parce qu'honnêtement, c'est beaucoup de modes de conduite qui ajoutent une complexité qui n'est pas vraiment utile, finalement. Ah ouais. Point positif, point négatif. Allons-y avec le positif d'abord. Évidemment, consommation d'essence qui est raisonnable, bon niveau d'équipement et capacités qui sont élevées. Pour les points négatifs, maintenant, très peu d'évolution. On a un manque de raffinement et aussi un comportement routier qui est plutôt chancelant. Bon, on sent pas bien. On sent pas un gros enthousiasme, mais d'un point de vue de fiabilité, notamment, est-ce que c'est un produit qu'on recommande toujours ou il passe sur le radar? Bien, quand même, si on considère le fait que la mécanique est très similaire à celle de l'ancien Ranger, c'est avéré fiable, on peut recommander ce produit-là en matière de fiabilité, mais sachez une chose, il se fait mieux ailleurs chez la compétition en matière de rendement général.